Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là pour vous présenter du fuel au biofuel. Donc, je me présente, Christophe Saint-Cyr. Je suis le président de la CSARL, donc c'est le syndicat des distributeurs de fuel pour l'Ain, le Rhône, la Loire et la Saône-et-Loire. Et donc, nous allons vous expliquer la filière du chauffage au fuel et son évolution. Donc, le chauffage au fuel, c'est la troisième énergie de chauffage en France. Nous avons aujourd'hui plus de 3 millions de résidences qui sont chauffées au fuel. Alors, principalement dans des zones rurales. Voilà. Il faut savoir qu'on a plus de 25 000 communes qui ne sont pas desservies par le réseau de gaz. Donc, ce qui fait quasiment plus de 13 millions de Français, quasiment 20% de la population, qui ne sont pas desservis par des réseaux. Donc, qui potentiellement ont besoin des énergies hors réseau que nous distribuons. Donc, cette utilisation et cette énergie est forcément importante dans les zones rurales, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur laquelle nous distribuons. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre de 2024, en 2024, il s'est vendu 4,5 millions de mètres cubes de fuel domestique en France. Moi, Christophe, j'ai une question. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le vice-président de la Chambre syndicale, donc je travaille avec Christophe et je suis le coprésident du collectif pour le biofuel et les biocombustibles. Moi, j'ai une question. On parle de 3 millions de logements. On a une idée de la moyenne d'âge de ces chaudières aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, sur les 3 millions de chaudières, on a déjà 1 million qui a plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ces chaudières-là d'abord qu'il faut changer, parce que c'est des chaudières qui ont les moins bonnes performances. On fait souvent le rapprochement avec la voiture. Une voiture d'il y a 30 ans consommait beaucoup plus à performance égale que la voiture d'aujourd'hui. Donc c'est le même cas pour les chaudières. Donc ça donne un champ des possibles en matière de rénovation, en matière de possibilités pour les entreprises de chauffage particulièrement conséquents. Exactement. Le cadre réglementaire, parce qu'on est là aussi pour donner de l'information. Donc depuis le 1er juillet 2022, une réglementation interdit en fait les équipements thermiques de consommer des combustibles qui émettent plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure PCI. Donc cette réglementation en fait a fait basculer l'interdiction d'installer des chaudières qui consomment du fuel domestique. Notre fédération a œuvré, notre métier a œuvré en fait pour faire reconnaître le biofuel F30. Et en fait, le biofuel F30 émet moins de 300 grammes de CO2 par kilowattheure PCI. Donc, de facto, nous avons la solution depuis le 1er juillet 2022 de continuer à installer des chaudières qui consomment du F30, donc du biofuel, avec 30% de biocombustible. Moi, j'ai une question sur le biocombustible. Qu'est-ce qu'on incorpore comme type de bio dans les 70% de fuel fossile ? Donc en fait, les 30% de bio, en fait, c'est des esters méthyliques d'huile de colza. On verra après la composition, mais en fait, c'est un biocombustible issu du colza français principalement. C'est-à-dire qu'on triture le colza français et on extrait une partie d'huile, une partie de tourteau, et en fait c'est cette huile qui est estérifiée et qui est en fait après incorporée dans le fuel pour faire le biofuel F30. Donc avant ça, quid des installations au fuel existantes? Je vous ai dit 3 millions de chaudières fuel aujourd'hui en France. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui rien ne change. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les consommateurs qui utilisent du fuel fossile ont le droit de continuer à entretenir leur chaudière jusqu'à leur obsolescence. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont des chaudières. Il y a même des gens qui ont acheté des chaudières il y a moins de 10 ans avec des aides de l'État. Donc aujourd'hui, ces chaudières, elles continuent à vivre. Il faut continuer à les entretenir. Et quand elles arriveront à obsolescence, on pourra regarder pour la rénovation de ces chaudières-là. Christophe, c'est quoi l'obsolescence ? C'est la fin de vie de la chaudière. C'est quand le corps de chauffe lâche. Voilà, exactement. C'est quand le corps de chauffe lâche. C'est-à-dire qu'une chaudière est composée de 2 outils, le corps de chauffe et le brûleur. Donc, le biofuel. Donc, c'est un produit... Alors, je vous ai dit, depuis le 1er juillet 2022, obligation en fait, d'installer des chaudières biofuel.
Et en octobre 2022, on a eu un décret qui légalisait en fait le biofuel F30. Aujourd'hui, on est en train déjà de faire des essais pour arriver sur une version F55 et F100. Donc là, c'est la transition à venir. Donc, le F30 doit alimenter. Aujourd'hui, en fait, le F30 donc, est fait à partir de colza français. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que, alors, on pourrait dire, bah, on va substituer à l'alimentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'aujourd'hui, en agriculture, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, on écrase la graine de colza. D'un côté, on fait de l'huile, de l'autre côté, on fait des tourteaux. Ces tourteaux, aujourd'hui, ils sont à destination en fait, de l'alimentation animale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un énorme déficit en tourteaux. En fait, le tourteau, ça amène de la protéine en fait, aux élevages. Et aujourd'hui, en France, la majeure partie des protéines qu'on donne aux animaux en fait, provient de l'étranger. Donc aujourd'hui, en fait, c'est de la souveraineté aussi que de relancer ces cultures-là, d'amener de la valeur ajoutée à nos agriculteurs pour implanter ces cultures et avoir une vraie filière sur l'alimentation animale provenant de graines françaises et donc de facto de produire de l'huile en France. Avant d'aller plus loin sur l'alternance, la culture d'alternance au niveau du monde agricole, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le colza, ce n'est pas une monoculture. On ne va pas faire une année du colza, l'année d'après du colza et ensuite du colza. Le colza, c'est ce qu'on appelle une tête de culture, une tête de rotation. C'est-à-dire qu'en fait, on met du colza et en fait, le colza a une racine pivotante et il permet en fait d'avoir un bon travail du sol pour les années d'après. Et globalement, sur une même parcelle, le colza va revenir tous les 3-4 ans, à peu près, plutôt tous les 4 ans. Donc pour l'agriculteur, l'intérêt, c'est d'éviter la jachère en mettant du colza et en ayant une production qu'il peut valoriser. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est d'avoir une rotation, d'avoir une différenciation de culture et d'avoir une différenciation de revenus, justement, de diversifier en fait ses plantes. Hop là. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur 1 hectare de colza, schématiquement, on produit 1,6 tonne de tourteaux. On va faire environ 500 litres d'huile alimentaire, parce qu'on a quand même une consommation d'huile de colza alimentaire en France, mais pas assez, très peu globalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, globalement, la majeure partie des huiles qu'on produisait partait à l'export. Depuis aujourd'hui l'intégration dans les biocarburants et biocombustibles, on commence à avoir nos propres outils industriels en France et à consommer en France. Donc 500 litres qui partent en huile alimentaire, 1000 litres qui sont à destination des énergies renouvelables, et en fait, l'estérification de l'huile, c'est-à-dire en fait, c'est pas de l'huile pure, hein, c'est de l'huile qu'on mélange en fait avec de l'éthanol. Et en fait, le mélange de l'huile et de l'éthanol donne en fait, va donner de l'ester méthylique d'huile de colza, et en fait, on donne un sous-produit qui est la glycérine. Donc voilà en fait d'où vient. Donc aujourd'hui en fait la problématique de se dire on va cannibaliser des terres agricoles ou de l'alimentation humaine, en fait c'est totalement faux. C'est que grâce au contraire avec le développement de ces produits-là et en douceur en fait, eh ben, on va permettre en fait le développement agricole et une certaine souveraineté, que ce soit alimentaire pour l'alimentation animale et aussi énergétique. Oui, alors Ouais. sur un plan pratique, on parle souvent et on entend beaucoup de choses, et si vous avez des questions à nous poser sur le sujet, n'hésitez pas. On entend souvent, mais où trouve-t-on du biofuel? Alors depuis le 1er juillet 2022, on a mis en place un réseau de distribution, mais de façon très progressive. Il était impossible, dans un laps de temps aussi court, de pouvoir demander à des revendeurs de proximité de se doter d'un nouveau stockage pour distribuer du biofuel. Donc ça s'est fait de façon progressive. Aujourd'hui, on a un maillage du terrain national, donc, où on peut trouver du biofuel quasiment de partout en France. Et l'idée qu'on a aujourd'hui au niveau des syndicats professionnels, c'est de travailler en fait à la mutualisation d'installation, parce qu'on ne peut pas demander à un distributeur de fuel d'investir dans un réservoir supplémentaire, dans la mesure où on a peu de lisibilité sur les marchés d'une manière générale. Je m'explique. Avant, le métier était simple, on distribuait du fuel et du gasoil. Et puis, les fuels de qualité supérieure et les gasoils de qualité supérieure sont arrivés. Donc, ça a fait 2 cuves supplémentaires. Puis après, on a eu en 2012 le GNR, gasoil non routier.
Et après ça, on est arrivé à d'autres produits comme le HVO en gasoil, le HVO en GNR, le HVO en consommation chauffage, le biofuel au milieu. Nos dépôts ne sont pas extensibles à l'infini pour les raisons d'investissement que j'évoquais précédemment. Et puis pour une deuxième raison, c'est que les pouvoirs publics, en l'occurrence les mairies, mais aussi les communautés de communes, aujourd'hui, quand on leur demande des autorisations d'extension, on ne les obtient pas toujours. Donc la vraie solution, c'est de faire en sorte que les distributeurs de fuel et de biofuel aujourd'hui puissent mutualiser des installations pour pouvoir en stocker du biofuel de façon suffisante dans un de leurs dépôts et partager cette ressource pour alimenter les différents clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un approvisionnement pétrolier dans les grands dépôts pétroliers qui existent et au niveau de la distribution, elle existe, mais elle va se structurer avec encore plus de finesse et d'efficacité. Voilà, ça c'est pour la partie stockage, la partie distribution. Ensuite, sur la partie de la mise en œuvre, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le biofuel et on est là pour vous apporter les éléments de réponse. Sur la partie mise en œuvre, alors en fait, aujourd'hui, vous avez des installations qui sont des installations fuel, des installations récentes et des installations qui sont particulièrement vétustes. Alors sur les récentes, aujourd'hui, c'est assez simple. Quand vous avez des chaudières qui ont été changées il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'est pas rare de voir chez nos clients qu'une rénovation a été faite, que cette chaudière a été mise à la casse pour mettre en lieu et place un autre système de chauffage. Alors aujourd'hui, on parle de circuits courts, de revalorisation des déchets, on parle de réutilisation. Nous, quand on voit ça, on a un peu mal au cœur en se disant une chaudière, sa durée de vie, c'est 25 ans. Donc quand on a des matériels qui ont 5 ou 6 ans, les mettre à la casse, ça n'a absolument aucun sens. En revanche, quand on a une chaudière qui a cet âge-là, on peut imaginer l'upgrader pour la passer au biofuel. Elle peut tout naturellement, au niveau de son corps de chauffe, fonctionner avec un biofuel. Les travaux qui sont à faire portent sur le remplacement du brûleur et sur des adaptations qui sont sur la ligne d'alimentation, à savoir qu'aujourd'hui, que ce soit pour upgrader une installation ou une installation en rénovation complète, il y a très peu de choses à faire. C'est très simple. Vous avez une ligne d'aspiration normalement qui est en monotube. Si elle était en bitube, il faut la transformer en monotube. On garde la ligne d'alimentation en cuivre, la canalisation d'origine. Contrairement à ce qui avait été dit au départ, le cuivre originel, celui qui a été installé au moment de la fabrication, de la construction de la maison et donc de l'installation, si elle date à cette époque, on peut le réutiliser sans aucun problème. Le CETIAT a fait en 2023 un complément d'information sur la mise en œuvre du biofuel dans lequel il explique qu'on peut réutiliser la ligne d'aspiration cuivre à condition qu'elle soit en monotube, on vient de se le dire, et qu'on mette un filtre dégazeur entre la cuve et le brûleur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un recyclage qui va se faire du biofuel non consommé directement dans le pot filtre et que par forcément on aura des retours qui vont être chauds et il va falloir de fait dégazer les émanations qui vont être produites par les différences de température entre le biofuel dans le pot filtre et celui qu'on va y renvoyer. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de nettoyer la cuve. Alors pourquoi on vous conseille de le faire? Tout simplement parce que nous, on est des distributeurs de fuel. On a des cuves qui ont 40 ans d'âge, voire davantage, qui n'ont jamais été nettoyées. Sauf que dans une cuve, il se passe des choses. La sédimentation. Par exemple, qui est le fruit, la conséquence de quoi? Dans une cuve, il y a des phénomènes de condensation, donc il y a de l'eau qui va se déposer sur les parois et glisser en fond de cuve. Il faut savoir aussi que dans la molécule de fuel, dans la molécule d'hydrocarbures, on a aussi de l'eau. Donc de façon naturelle, on va retrouver de l'eau en fond de cuve et on va avoir un phénomène, puisqu'on est dans un environnement clos, sans lumière, avec des températures constantes, on va avoir un phénomène qui va favoriser la création de bactéries. Et en fait, quand on dit j'ai de la boue en fond de cuve, c'est des bactéries qui ont vécu et qui sont mortes et qui se transforment en boue au fil du temps. Parfois, on a des réservoirs qui font 5000 ou 6000 litres et on s'aperçoit qu'on peut plus les utiliser parce qu'ils sont remplis de boue. Et quand on les ouvre, sur 5000 litres, il n'est pas rare de voir 3000 litres qui viennent obstruer le fond de cuve. Donc, il est nécessaire, comme toute chose, de faire un entretien. On recommande de faire un entretien des cuves tous les 10-15 ans. Ça consiste en fait à vider ce qui s'y trouve, le produit, parce qu'on peut le réutiliser, éliminer les boues qui se trouvent à l'intérieur, les emmener dans un centre de destruction. On a un bordereau de suivi déchets dans ces cas-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces opérations, le réservoir est propre, on va en faire un contrôle visuel
Un technicien va descendre à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de point de faiblesse sur la cuve et qu'on peut la remettre en service sans problème. Je ne sais pas combien de clients on livre tous les ans, mais c'est colossal. C'est plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers sur nos régions. Quand on a un cas de cuve qui se perce dans l'année, c'est le bout du monde. Pourquoi je précise? Parce que tout simplement, on entend souvent les gens nous dire ne nettoyez pas vos cuves, parce qu'une fois qu'elle sera nettoyée, elle va percer. Ben non, c'est que si on ne la nettoie pas, elle va percer. Donc ce nettoyage est nécessaire, on change de combustible, on change l'approche chauffage, donc on nettoie sa cuve et on met une crépine flottante. Comme ça, on règle les problèmes qui pourraient survenir. Une fois qu'on a fait ça... Le matériel. Le matériel. Donc, rénovation ou complète ou upgrader l'installation, c'est pas compliqué. On change le brûleur quand on veut upgrader, on prend un brûleur compatible biofuel. Soit alors on fait une rénovation complète et on élimine la chaudière, on met une chaudière biofuel ready. Et à partir de là, vous avez juste à passer en monotube si ce n'est pas déjà le cas, rajouter un filtre dégazeur si ce n'est pas déjà le cas sur la ligne d'aspiration existante. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment rien à faire. Et puis derrière, vous avez un nettoyage de cuve à engager. Et ce qu'il faut voir, donc là c'est la partie pratico-pratique, hein, de dire aujourd'hui j'ai ma chaudière, elle n'est pas trop vieille, mais je veux passer sur une énergie renouvelable, j'ai juste un upgradage et à basculer mon brûleur. Par contre, j'ai une chaudière qui a 25, 30, 40, on voit des clients qui ont des chaudières qui ont 50 ans. Là, j'ai une vieille chaudière, je modernise. Aujourd'hui, vous avez une palette large de matériel disponible, hein, qui va de des chaudières basse température, des condensations, des modulantes, de l'hybridation. Vous avez du couplage aussi avec d'autres énergies. C'est une énergie qui se met sur la boucle à eau chaude. Donc on met une nouvelle chaudière. Le vrai intérêt du changement et de la rénovation de chaudière, c'est que déjà là, on va faire jusqu'à 30% d'économie d'énergie. C'est-à-dire que voire plus même. C'est-à-dire de la vieille chaudière à la nouvelle chaudière, vous allez économiser du combustible. C'est 30% des combustibles. Aujourd'hui, le biofuel subit malheureusement la même taxation que les produits pétroliers. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à avoir une fiscalité appropriée pour la partie bio, entre guillemets. On milite, et notre syndicat fédéral milite pour ça, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Ce qui fait qu'on a un léger surcoût aujourd'hui du biofuel par rapport au fuel domestique, mais l'engagement du matériel et la rénovation énergétique du matériel et le gain des 30% compense largement le surcoût, ce qui fait que derrière, le consommateur n'a pas un surcoût dans son budget annuel de chauffage sur le combustible. C'est vraiment ça qui est super important en fait à dire. Et donc, aujourd'hui, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des évolutions demain, même assez très rapidement, hein, vers du F55, vers du F100. Donc c'est-à-dire une intégration à plus de 55% de bio à l'intérieur, voire vers un produit totalement bio. Alors, quand on sera sur du F100, on ne sera pas forcément sur un 100% ester méthylique de colza. Bernard a dit des HVO, d'autres produits. On aura d'autres produits bio à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir des gens dans le monde du chauffage qui aujourd'hui font de la R&D, ont validé des outils qui sont compatibles avec ces produits-là. Donc, c'est le résumé, hein. C'est du fuel au biofuel, rien de plus simple. C'est-à-dire qu'on conserve, on a notre chaudière fuel, biofuel, on garde notre cuve, on la nettoie. C'est la préconisation de toute façon de nettoyer son stockage tous les 10-15 ans. On nettoie notre stockage. Historiquement, bien souvent, on était en bitube. On supprime le bitube. On passe en monotube avec un filtre dégazeur pour aller alimenter notre brûleur et notre chaudière qui est biofuel ready. Est-ce que vous avez des questions ? D'accord, je recommence. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, on va les faire, les questions. L'écart de prix, c'est 15 centimes environ par litre. Et comme l'a dit Christophe, l'écart de prix est gommé par l'économie. Donc, souvent, les installateurs nous disent « Oui, mais c'est plus cher ». On a pour habitude de répondre, quand on fait 30 ou 40% d'économie, l'écart de prix n'est plus un sujet, puisqu'on va faire une économie sur la consommation, donc une valorisation de celle-ci qui sera amputée de l'écart de 15 centimes par litre.
Ça, c'est souvent des choses que l'on entend. Et du reste, moi, je voulais revenir sur un sujet. On nous dit aussi souvent, oui, mais si je dois nettoyer la cuve, c'est un surcoût dans le cadre d'une rénovation ou dans le cadre d'upgrader une installation. Ce en quoi on veut juste rappeler une chose. Quand on nous dit ça et que les gens, 30 secondes, Bernard. Ouais, les installateurs souhaitent passer sur une PAC, il faut savoir qu'il y a un arrêté qui date de 2004 qui donne l'obligation à l'installateur de devoir neutraliser le réservoir s'il y a un changement d'énergie, c'est-à-dire que si le fioul est abandonné. Votre responsabilité d'installateur peut être engagée. Et aujourd'hui, on est souvent appelé par les notaires qui nous posent des questions sur la fourniture de fioul, jusqu'à quelle date elle remonte, pour s'assurer que derrière, la cuve était existante et qu'elle a bien été condamnée. Voilà, donc ça c'est un point important. Et là, juste la toute petite dernière chose, c'est qu'on entend dire que le produit ne résiste pas plus de 6 mois, 8 mois, 10 mois. Aujourd'hui, on a un produit qui est noble. On sait l'upgrader en faisant un produit premium. On peut monter jusqu'à 18 mois de conservation sans aucune hésitation. Mais il faut savoir que les hivers sont moins rigoureux, que les consommations sont moindres, que le consommateur répartit ses achats sur une saison à coût de 500 litres ou 800 litres. Ce qui veut dire que par le passé, on achetait des quantités de 2 ou 3 000 litres, on les stockait pour l'année ou pour 2 années. Aujourd'hui, les consommations moyennes sont plutôt à 2 000 litres et les consommateurs les achètent en 3 fois. Donc non seulement c'est prolonger la durée de vie du produit en l'upgradant, mais aussi les habitudes du consommateur font qu'on n'aura pas ce type de problème. Merci Bernard. Et vous pouvez nous retrouver sur notre stand Hall 1 F44. Merci à tous.